années. Ces enfants qu'on appelle de type 2 vont pouvoir se mettre assis, mais jamais atteindre la marche, et sont condamnés au fauteuil roulant. C'est les enfants que vous voyez le Téléthon avec un petit fauteuil, et ils peuvent à peine bouger leur fauteuil pour avancer. Ils sont d'une intelligence absolument parfaite. C'est une maladie purement du motoneurone périphérique. Ils ne bougent plus un muscle. À la moindre bronchite peut être mortelle, mais j'en connais qui ont des études brillantes et ça, c'est magnifique, mais c'est une maladie épouvantable. Et puis il y a une forme de type 3 qui est une maladie qui tu vas toucher l'enfant après la marche. Il acquiert la marche et ensuite va la perdre progressivement. Peu importe cette variabilité d'expression, ça c'est une expression variable de la maladie. Curieusement, la mutation est quasiment toujours la même. C'est une maladie récessive et il y a une délétion, le gène est perdu, une délétion homozygote sur les deux copies du gène que Judith Melki et Arnold Munich ont appelé SMN pour survie des motoneurones. SMN, survie motoneurones. Et cette mutation est tellement caricaturale de cette maladie et ne se trouve que dans cette maladie que aujourd'hui, quand on redoute cette maladie chez un enfant qui est hypotonique, qui n'a pas de tonus, qui ne bouge pas assez bien, on fait le test génétique plutôt que de faire un électromyogramme, que de faire une IRM, que de faire une biopsie de muscle qui est pénible, douloureuse, chère en plus, et pas toujours très précise, parce que ça, c'est ultra précis. Si l'enfant est homozygote pour la délétion, il est atteint d'une amyotrophie spinale, c'est une nouvelle épouvantable, mais au moins, on a fait un diagnostic rapide et efficace et de certitude pour cette famille. Il n'est pas homozygote, c'est très improbable que ce soit cette mutation, cette maladie. L'achondroplasie. Un anisme d'une petite taille, donc disproportionné. Ici, vous voyez un thorax qui est normal et un raccourcissement des membres. C'est toujours la même mutation. Tous les achondroplastes du globe, et c'est une maladie par mutation nouvelle. Donc le mot mutation, pour répondre à ta question tout à l'heure, il est parti. Ah bah alors ça c'est malin, hein. Vous lui direz que c'est vraiment malin. Bon, alors il s'appelle comment lui? Bon, pour cette mutation-là, qui est donc une mutation nouvelle parce que c'est une mutation dominante et qui est en même temps une mutation pathogène du récepteur de type 3 au FGF, donne toujours l'achondroplasie et tous les achondroplastes du globe ont cette mutation. Voilà 3 exemples d'homogénéité allélique, une mutation, une maladie. Une maladie, une mutation. Mais ça, en nombre de maladies génétiques, vous savez combien à peu près de maladies génétiques rares, hein? Je ne parle pas de diabète, obésité, etc., mais des maladies qu'on appelait jadis un peu les maladies orphelines, vous savez, les maladies rares. Moins de 1 pour 2000 naissances, c'est combien? 7000, bravo. 7000. Bah, sur les 7000 maladies rares, cette situation est vraiment exceptionnelle, est vraiment rare. Le plus souvent, c'est ça. Vous avez un gène, avec ici 20 exons, c'est un gène, c'est un récepteur tyrosine kinase qui est codé ici, peu importe. Et vous avez ici, c'est une très vieille diapo, mais c'est fait exprès, les mutations possibles de ce gène chez des malades qui ont la même maladie. Eh bien, on peut être au début avec des faux sens, on peut être au milieu avec une mutation troncante, on peut être à la fin avec un décalage de phase de lecture, insertion d'un T, où que la mutation porte, on obtient le même phénotype. C'est une caricature. Une seconde. Ça, c'est hétérogénéité des allèles, c'est-à-dire qu'une même maladie, un même locus, peut correspondre à des allèles mutants différents. Vas-y. Ah, t'écoutes bien. Ouais, c'est 98% des cas. Il y a quelques malades, je ne voulais pas en parler, mais merci. Je te remercie. Tu t'appelles comment, toi? Rappelle-moi ton nom. Il y a quelques malades qui ont une mutation ponctuelle des gènes. Ouais, dans le cours. Dans la vraie vie, il y a quelques situations délicates où tu as un patient où tu te dis vraiment ça ressemble à ça. Alors des malades homozygotes pour un allèle mutant ponctuel, ça ne doit tellement pas exister. Mais tu fais le test, tu dis il y a une délétion d'une copie, sur un copie, et là le tableau clinique qui ressemble, doit bien y avoir une mutation ponctuelle. Mais c'est vraiment, c'est très 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 exceptionnel. Alors que pour l'adrépanocytose c'est du 100% et l'achondroplasie c'est du 100%. Mais encore une fois, retenez le concept, pas les chiffres. Merci.
Polymorphisme, bon c'est d'accord, homogénéité allélique. Alors évidemment, en médecine, elle a raison, votre collègue, au fond. Parce que ce qui se discute, c'est là. Ce qui se discute là dans sa question, c'est la valeur d'un test génétique. S'il n'y avait que la moitié des enfants qui ont une amyotrophie spinale qui ont la délétion, le test génétique de la délétion, qui est un test très simple, c'est une PCR, c'est vraiment très simple. Ce test aurait une bonne valeur, mais il n'aurait pas une valeur du tout, on ne pourrait pas du tout affirmer les choses. Mais là, c'est 98% et des poussières qui ont cette mutation. Donc, or, dans d'autres maladies, on va parler demain de la mucoviscidose, cette situation est encore plus caricaturale. Aujourd'hui, on a dénombré des milliers d'allèles possibles, et on ne les a pas tous dénombrés. Alors bien sûr, il y en a qui sont plus fréquents les uns que les autres, mais ça veut dire que les tests génétiques dans ces maladies génétiques, non pas, pardon, alléliquement hétérogènes, où il y a plusieurs allèles possibles, sont tout de suite beaucoup plus complexes parce qu'on doit regarder partout. A priori, vous ne savez pas où est la mutation. Elle peut être au début, au milieu, à la fin, dans les séquences régulatrices, dans les introns. Donc c'est cette situation-là qui rend si intéressant le séquençage à haut débit des exomes ou des panels de gènes. On fait aujourd'hui, parfois on fait un gène, parfois on fait les exomes, parfois on fait les 150 gènes impliqués dans les hypotonies de l'enfant, par exemple. C'est pas idiot de dire je ne veux pas me noyer dans les variants, mais je ne veux pas faire un gène alors qu'il y en a 4 ou 5 qui peuvent être responsables. Je fais un panel. Quand on fait ces études-là, évidemment, ce que l'on cherche à combattre, c'est l'hétérogénéité allélique. C'est de dire, j'ai couvert tout mon gène et vraiment, je suis sûr que ce n'est pas ce gène-là. D'accord ? Alors, tout ce qu'on a dit aujourd'hui sur la variation, sur les polymorphismes, sur les variants rares, sur les mutations, sur l'hétérogénéité allélique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes face à des changements de séquence, vous n'avez pas forcément trouvé la mutation au sens où on l'a indiqué en bas, c'est-à-dire la variation pathogène. Quels sont les arguments que vous pouvez utiliser? On les a tous vus, mais on va les revoir dans l'ordre. D'abord, c'est peut-être connu. Et voilà par exemple cette base de données dont je vous ai parlé, qui s'appelle HGMD, Human Gene Mutation Database, qui est extrêmement bien entretenue par des Gallois, qui récoltent toutes les mutations qu'on veut bien leur soumettre depuis des années et des années, sous-entendu que le laboratoire qui leur soumet cette donnée leur garantit qu'il est sûr, qu'il a de très bonnes raisons de penser que ce variant est une mutation. Et donc cette base de données est intéressante parce que ça, c'est un clic. Vous trouvez un variant, vous regardez HGMD, vous avez séquencé le gène de mucoviscidose chez votre enfant, la mutation a déjà été décrite en Australie chez 10 patients, ok, votre boulot est terminé, vous avez trouvé la mutation. Donc la génétique se fait beaucoup par cela. Quand vous n'avez pas ça, quand vous n'avez pas forcément ça, je vous demande, là aussi c'est des concepts, mais je vous demande de regarder ce petit argumentaire auquel on peut penser quand on trouve un variant et qu'on voudrait se dire est-ce que ce variant est bien la mutation et que ce n'est pas dans les bases de données, que ce n'est pas connu à l'heure actuelle. Et croyez-moi, cette circonstance, elle est ultra fréquente. Je ne vous parle pas de l'exception, je vous parle du quotidien du laboratoire de génétique médicale. Alors, c'est un peu académique ce truc-là, hein, pardonnez-moi, c'est un petit peu pense-bête, mais regardons-le quand même. D'abord, des arguments moléculaires. Peut-être que la variation que vous avez trouvée, elle tombe dans les... elle occasionne un codon stop. Là, bon, c'est clair que c'est intéressant. Vous ne pouvez pas mettre votre tête à couper que c'est la mutation, mais enfin quand même, vous avez un argument écrasant, parce que l'allèle que vous avez trouvé, la variation, eh ben, si on en croit le code génétique, la protéine n'est pas fabriquée. Vous avez des arguments à proprement parler génétiques, j'aurais dû dire plutôt héréditaires. Premier argument, c'est vous dites, moi je m'intéresse à une maladie dominante et je sais que le père est atteint. Et si vous trouvez le variant chez la mère, vous dites, d'accord, le variant est hérité, mais pas du bon parent. Donc c'est pas la mutation. Ça, parfois on vous pose cette question de donner 3 arguments pour qu'un variant soit bien une mutation pathogène. Et souvent vous oubliez cet argumentaire de vraie génétique qui est la ségrégation familiale, que ça colle avec la transmission dans la famille, suivant le modèle de la maladie, dominant, récessif, lié à l'X. Ou alors, et c'était la question de tout à l'heure,
que c'est une double mutation. C'est une mutation parce qu'elle est pathogène, mais parce qu'aussi elle est nouvelle. C'est l'utilisation du mot mutation dans ces deux sens. Et le fait que vous trouviez dans un gène où il y a une maladie dominante que vous cherchez à caractériser une mutation nouvelle qui n'est pas chez les parents, c'est un phénomène très fort. C'est un élément très fort qui vous montre que vraisemblablement ça a du sens. C'est bien le variant qui cause la maladie. Vous pouvez aussi tester des bases de données, on les a vues, mais aussi des témoins. Disons, moi, dans la base de données à GMD, je suis désolé, c'est surtout des Caucasiens d'Europe occidentale et d'Australie et d'Amérique du Nord. Mais moi, le malade que j'ai, il vient d'Afrique, d'Angola. Je ne sais pas quels sont les polymorphismes dans cette population. Bah, vous êtes contraint parfois de faire des tests dans une population témoin de la même origine que la population de cette personne pour essayer de savoir si vous avez affaire à un polymorphisme qui serait particulier à cette population et pas dans la population, dans les bases de données. On a parlé tout à l'heure de génomique comparative. Parfois, ça peut vous aider. Vous trouvez un variant, mais il n'est pas dans le codant. Ah, il n'est pas dans le codant, allez, je le jette. Non, 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 non. Regardez d'abord. Alors, regardez la ségrégation, regardez les bases de données, regardez vos témoins, mais regardez aussi si la séquence d'ADN dans laquelle survient ce variant ne serait pas une séquence très conservée entre espèces. Parce qu'alors, peut-être que ce variant rare est bel et bien la mutation que vous cherchez, même si elle n'est pas dans le codant. Par exemple, dans le promoteur d'un gène, dans un régulateur d'épissage. C'est bon là Et puis parfois, eh ben, on est coincé. On n'a pas les bases de données, on n'a pas le sens du code génétique, la ségrégation est OK, le domaine est conservé, mais pas tant que ça, et on est obligé de passer à une phase expérimentale. Et là, ça devient tout de suite beaucoup plus dur, parce qu'il faut faire du labo, et ça devient presque de la recherche, en disant, je vais essayer de montrer que cet allèle est bien un allèle mutant. Et ça, c'est de 1 à 5, ça peut se faire parfois en un clic sur l'ordinateur. 5 et 6, ça peut parfois prendre un mois ou un an. Donc attention, on a changé complètement de catégorie. En génétique médicale, c'est rare au laboratoire de génétique qu'on dise ça. C'est très rare, parce qu'on n'a pas le temps de faire ça. C'est les chercheurs qui font ça. Mais eux, parfois, les chercheurs, ils sont intéressés à le faire. Alors, ils vont tester in vitro que la protéine mutante a une fonction modifiée. Ils vont même parfois faire un modèle animal en disant « je reproduis la maladie dans un poisson, dans une drosophile, dans une souris même. » D'accord ? Alors, quand vous nous répondez pour la génétique médicale et qu'on vous dit « en médecine, on a observé un variant dans une famille », quels sont les arguments qui laissent penser que c'est la mutation? Ben, c'est surtout 1 à 4 qui comptent. Les bases de données, parce que ça c'est simple, la nature de la variation, sa ségrégation colle-t-elle ou pas avec le mode d'hérédité, et puis la conservation entre espèces, parce que ça, c'est parfois, vous avez fait le tour de ça en 10 minutes sur votre ordinateur. Je suis clair là-dessus? Bon, ça c'était, je vous défilais les trucs avec les exemples. Bon, et le dernier, on va le voir pour les maladies dominantes, on va s'arrêter là. Mais juste pour vous dire, dernière diapo, hein. Pourquoi ce truc, c'est vachement important? C'est parce qu'il y a quelques années, on était au balbutiement et on disait je séquence le gène de la mucoviscidose et puis je vais voir, et c'était un travail d'orfèvrerie qui pouvait durer des semaines, etc. Et aujourd'hui, on dit mais allez, laisse tomber, tu fais l'exome ou tu fais le panel de 500 gènes. Mais si tu fais l'exome, regardez, ça correspond un tout petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure pour les mutations de novo, par exemple, mais c'est les premières données qui ont été faites en 2010 avec beaucoup des séquences d'exomes ou de génomes chez de très nombreux individus, des centaines d'individus. 2 chiffres. Les SNP, Single Nucleotide Polymorphism, que vous observez dans le génome d'un individu, pardon, excusez-moi, je crois que c'est dans l'exome ici, dans l'exome d'un individu, c'est 20 000 en moyenne par tête de pipe. Dans l'exome, 20 000. Je vous ai dit 3 millions et quelques dans le génome. Ça veut dire, retenez, ce n'est pas un chiffre, c'est juste une idée, 1 par gène. 20 000 gènes, 20 000 variants SNP. Vous voyez la difficulté de trouver l'aiguille dans
dans la meule de foin, quoi. C'est vraiment très difficile. Deuxième chiffre. Ouais, mais j'ai les bases de données, etc. Un individu moyen, vous n'allez pas dormir après ça, un individu moyen, ici, individual range, a en moyenne 48 à 82 mutations répertoriées dans HGMD, dans son génome. Bah, bonne nuit. Hein. Donc, ça veut dire en gros que, évidemment, que la réponse de base, c'est de dire oui, mais on les a à l'état hétérozygote. Et c'est vrai. Et c'est des gènes de maladies récessives et on est hétérozygote pour ces maladies. Mais on trimballait l'idée il y a encore 10-15 ans, ouais, on est hétérozygote pour 3-4 gènes mutants. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Donc, encore une fois, le séquençage à haut débit est un truc génial, extrêmement extraordinaire. C'est une époque fantastique de recherche, de diagnostic, etc. Attention, l'interprétation doit en être extrêmement stricte et elle est très délicate. Puis le dernier chiffre que je vous ai dit, mais qui n'est pas là, c'est prenez les 2 parents et un enfant, faites les 3 génomes, et vous avez 70 différences entre les 2 parents et l'enfant, dont 69 ne sont pas dans les exons. Est-ce qu'elles ont une valeur? Est-ce qu'elles ont un rôle? C'est très difficile à dire. Allez, à demain matin.